Yo la mif, ici Sherman pour vous servir et bienvenue sur la chaîne Manga Plug, une chaîne qui parle de découverte, analyse et culture manga. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mes histoires One Piece. Si vous avez loupé le premier épisode portant sur les origines secrètes de Nami, la dernière héritière du clan des navigateurs originels, je vous conseille vivement d'aller la voir. Le concept des histoires est de théoriser l'histoire de famille ou personnages de One Piece. Et aujourd'hui, l'épisode 2 s'attaque à un sujet que j'aime beaucoup, la famille des sabres dans One Piece et leurs secrets. Malgré qu'on soit actuellement sur Wano Kuni, le pays des samouraïs, Eiichiro Oda reste encore trop mystérieux sur un certain nombre de sujets concernant les sabres et les épéistes. Comment obtenir une lame noire? Pourquoi on qualifie certaines lames maudites? Et quel est le sombre et macabre secret qui se cache derrière tout ça lorsqu'on s'intéresse aux légendes japonaises? Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais vous allez voir que le sujet est passionnant. Pour ceux qui ne sont pas à jour dans leur lecture, j'aborde dans cette théorie des événements anciens, mais aussi très récents jusqu'au chapitre 1038. Alors faites attention à ne pas vous spoiler, car ici, on va parler de Zoro, on va parler Mihawk, Ryuma, Samouraï, donc prenez place bien confortablement et on se retrouve après le générique. Dans One Piece, il existe une appellation pour qualifier des sabres d'une qualité exceptionnelle. On les appelle Meito, qui se traduit littéralement par grande épée ou épée célèbre. Initialement, ils sont au nombre de 83 et se répartissent dans 3 catégories différentes. Ces catégories n'ont pas été inventées par Eiichiro Oda lui-même, puisqu'elles existent déjà au Japon. On retrouve en bas de l'échelle les Ryo Wazamono, qui sont les 50 lames de qualité supérieure. On les appellera ici les lames de niveau 3. Au-dessus, on retrouve les Owazamono, qui sont les 21 grandes lames, que l'on qualifiera de lames de niveau 2. Et au-dessus encore, on a les Saijo Owazamono, qui sont les 12 lames de premier rang, de qualité suprême et qui constituent la classe des sabres avec la meilleure qualité, les sabres de niveau 1. Actuellement dans ce classement, nous connaissons 5 Ryo Wazamono sur 50. Tashigi en possède 3, Kashu, Shigure et Yamaoroshi, et Zoro en possédait 2, le Sandai Kitetsu avec lequel il se bat encore, et le Yubashiri qui a été détruit par Shu, un marine ayant mangé le Sabi Sabi no Mi, et qui avait fait rouiller la lame. Ensuite, nous connaissons 5 Owazamono sur 21. Parmi eux, nous retrouvons les 2 sabres d'Oden Kozuki. Enma qu'utilise désormais Zoro et le Ameno Abakiri. Ensuite, il y a le Wado Ishimonji, qui appartient actuellement aussi à Zoro et qui appartenait autrefois à son ami d'enfance Kuina. Il y a ensuite le Nidai Kitetsu, aperçu sur Wano et que Luffy a emprunté au forgeron Tenguyama Itetsu. Enfin, nous avons le célèbre Shusui, qui appartenait à l'illustre Ryuma et qui avait été confié par son cadavre à Zoro après leur affrontement sur Thriller Bark. Et pour clôturer ce classement officiel, nous connaissons 4 Saijo Owazamono sur les 12. Le premier est le Murakomogiri, le Naginata que possédait Barbe Blanche. Il y a ensuite Ace, l'ancien sabre du roi des pirates Goldie Roger, le Shodai Kitetsu, dont on n'a encore jamais vu l'aspect, mais qui serait prétendument, selon la communauté One Piece, le sabre d'un des membres du Gorosei. Et enfin, l'illustre Kokuto Yoru, célèbre épée de l'actuel plus grand sabreur au monde, Dracul Mihawk. Mais sur toute cette longue liste, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo ne sont autres que les lames noires. En effet, nous n'en connaissons que 2, la lame Shusui de Ryuma et le Kokuto Yoru de Mihawk. Après ce classement, il est temps donc de passer au chapitre 2 et d'expliquer ce que sont les lames noires dans One Piece. Tout ce que nous savons des lames noires pour le moment, c'est ce qu'Eiichiro Oda a bien accepté de faire dire à une poignée de personnages sur plus de 20 ans de récit. Et s'il ne se cachait pas un véritable mystère derrière le procédé de fabrication et l'obtention de cette couleur de lame, une réponse nous aurait été donnée il y a déjà bien longtemps. La réponse à la question ne peut pas seulement résider dans le fait d'induire sa lame de haki de l'armement.
ce qui ne serait pas cohérent dans un certain nombre de circonstances que nous verrons juste après. Selon moi, les lames noires sont tout sauf anodines et derrière leur obtention se cache une histoire bien plus sombre qu'on ne le pense. Mais qu'est-ce qu'on sait de ces fameuses lames noires? Tout d'abord, n'importe quel Meito peut devenir une lame noire, qu'importe son rang. D'ailleurs, en devenant une lame noire, le grade du sabre peut augmenter. On sait ensuite qu'une lame noire ne le devient pas en la forgeant, mais en se transformant bel et bien dans les mains de l'épéiste qui la détient. Il est dit qu'en changeant de couleur, cette lame devient indestructible, et selon les dires de Zoro, même piétinée par un dinosaure, une lame noire ne se plierait même pas. Certaines théories parlent du fait que l'obtention de cette lame se ferait à force de la revêtir de haki de l'armement, ou bien encore que seuls les sabreurs avec un haki des rois en seraient capables. Premièrement, si la solution était aussi facile, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un nombre plus important de sabreurs à travers l'histoire de One Piece qui n'aient pas réussi à en obtenir une? Il ne manque pas de puissants sabreurs avec un niveau de haki exceptionnel, que ce soit Goldie Roger avec son sabre Ace, Barbe Blanche, Oden ou même actuellement Shanks avec son épée Griffon. Pourquoi toutes les légendes et monstres de puissance que je viens de citer, qui possédaient des Meito avec un haki de l'armement surhumain et pour certains même le haki des rois, n'ont pas transformé leur lame? Car à part Mihawk, que l'on connaît, et Ryuma, qui d'autre ne rêverait pas d'avoir une épée indestructible et surpuissante s'il en avait les capacités d'obtention? Et c'est sur ça que se fonde ma théorie, car selon moi, les lames noires n'ont directement rien à voir avec le haki. Shanks, qui est certainement le plus grand utilisateur actuel de toutes les formes de haki, n'a pas transformé Griffon en lame noire, ni même son prédécesseur Goldie Roger. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que Goldie Roger est bien plus puissant que Mihawk ne le sera jamais. Alors pourquoi Mihawk a-t-il obtenu une lame noire, et pas le roi des pirates, dont le haki était bien plus supérieur? Il est aussi impensable de penser qu'Oden, l'un des plus puissants samouraïs jamais existés sur Wano Kuni, n'en était pas non plus capable, alors même qu'on l'a vu se battre en recouvrant ses lames de haki de l'armement très facilement. De plus, je pense que cela n'a rien à voir non plus avec le haki des rois, car si c'était le cas, Shanks et Roger auraient eu une lame noire, et si on étend cette théorie du haki des rois, Mihawk ne semble manifestement pas le posséder. S'il en était détenteur, il s'en serait forcément servi lors de la Grande Guerre à Marineford face aux personnes qu'il a affrontées. Or, il n'en est rien. Mais alors, pourquoi semble-t-il y avoir un tabou autour des lames noires, et pourquoi sont-elles si peu nombreuses? Je vous pose donc cette question. Si vous saviez qu'il réside dans votre sabre une âme démoniaque avec laquelle vous pourriez passer un pacte afin de gagner en puissance, mais qu'en contrepartie vous lui devrez quelque chose en retour, accepteriez-vous? Il est maintenant temps de passer à la partie la plus intéressante de ma théorie, car en effet, pour moi, une lame noire est la représentation et la démonstration de force d'un pacte passé entre l'épéiste et une entité qui réside à l'intérieur de son sabre. Je pense que chaque Meito abrite un esprit et une volonté propre, avec laquelle seuls les sabreurs qui suivent la voie du Bushido peuvent entrer en contact. Il est donc temps maintenant de passer au chapitre 3 de cette théorie qui, je vous l'assure, est encore plus intéressant. Ça fait longtemps que je nourris ma théorie sur le fait que les Meito possèdent une âme démoniaque, et en faisant mes recherches, je suis tombé sur une référence japonaise allant totalement dans le sens de ma pensée. D'après une légende japonaise, Sengo Muramasa était un forgeron de sabre de type katanakaji très célèbre, bien que particulièrement obscur. Il fonda sa propre école, du nom de Sengo, au XVIe siècle, centrée sur la province d'Ise au Japon. Selon la légende qui entoure Muramasa, il était connu pour sa violence de caractère et transmettait cette violence à l'âme de ses sabres. La croyance dit aussi que ces sabres étaient assoiffés de sang, poussant leurs propriétaires au suicide ou à commettre des crimes, car les Tsukumogami de ces lames maudites refusaient de retourner au fourreau tant qu'elles n'avaient pas fait couler le sang, et si leur soif n'avait pas été assouvie, elles s'attaquaient à leurs propriétaires. Ce qui est intéressant dans cette légende est qu'il est dit que les lames de ces sabres abritaient des Tsukumogami. Dans le folklore japonais, les Tsukumogami sont des objets qui, au bout de leur 100e anniversaire, obtiennent une âme et prennent vie. Ce ne sont ni des artefacts magiques, ni des objets enchantés ou possédés par une autre entité, mais bien des esprits à part entière. Et selon moi, Oda aurait pu s'inspirer de ces différents éléments des légendes japonaises pour créer l'histoire des lames dans One Piece.
Au chapitre 1033, lors du flashback de Zoro lors de son combat contre King, on apprend que Kozaburo Shimotsuki, un ancien samouraï de Wano qui avait quitté son pays 50 ans plus tôt, créa le village Shimotsuki où a grandi Zoro. Lors de ce flashback, Kozaburo explique que le terme de la maudite est grotesque. Une excellente lame fait ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire trancher et abattre les gens. Pour s'en assurer, les forgerons forment des sabres avec l'intention de créer des lames qui seront capables de prendre le plus grand nombre de vies possible. Le vieillard peu sympathique se vante ensuite d'avoir forgé plus jeune un chef-d'œuvre, une lame au caractère bien trempé et qui ferait frissonner Zoro rien qu'en la tenant dans ses mains. Il dit ensuite qu'il a renommé cette lame le Seigneur des Enfers. Ironie du sort incroyable, quelques années plus tard, Zoro se retrouve en possession de ce fameux sabre qui n'est autre qu'Enma, puisque dans la religion bouddhiste, Enma est le Seigneur des Enfers. Ainsi, la comparaison entre Kozaburo et la légende de Muramasa colle parfaitement. Deux forgerons au sale caractère, forgeant des lames d'exception, d'une puissance et d'une qualité indéniables, ayant pour seul but faire couler le sang et prendre le plus de vie possible. Dans l'épisode 892, qui est le premier de l'arc Wano Kuni, un homme dit que c'est dans le sang humain que sont forgées les meilleures lames. Ainsi, je pense que les 83 Meito ont donc été fabriqués par un procédé particulier et des forgerons d'exception. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que ces savoir-faire aient été créés sur Wano Kuni, grâce à un métal spécial, et que les premiers forgerons de Wano soient ceux qui ont créé les 12 Saijo Owazamono de niveau 1. Puis, au fur et à mesure des siècles, les savoir-faire se sont perdus, et seule une poignée de descendants savent encore comment créer des Meito, mais seulement de niveau 2 ou 3. Ce serait en mélangeant leur sang au métal que ces forgerons seraient capables de créer ces fameuses lames d'exception. Chaque Meito a été forgé dans le sang, et c'est ensuite la volonté et savoir-faire du forgeron qui fera que la lame appartiendra à l'une des trois catégories que je vous ai déclinées en introduction. On qualifie ensuite de lame maudite des Meito qui ont tué un très grand nombre de personnes, éveillant alors la soif de sang du Tsukomogami ou démon qui réside à l'intérieur du sabre. Le sang appelle le sang, et plus une lame est en contact avec ce dernier, et plus elle devient puissante. Plus elle devient puissante, et plus le Tsukomogami qui est à l'intérieur devient indomptable. On dit qu'une lame choisit aussi son épéiste, et c'est particulièrement vrai, encore faut-il qu'il soit à la hauteur de cette dernière et de la puissance de son Tsukomogami. Au chapitre 97, Zoro se rend au magasin de Hipponmatsu car il lui manque deux sabres. Le vendeur nous parle de lame maudite et explique que les trois sabres de la série Kitetsu sont ensorcelés et apportent la mort à ceux qui les manient, à tel point que plus personne n'utilise ces sabres. Lorsque Hipponmatsu est entré en possession du Sandai Kitetsu, il a craint pour sa vie et l'a mis dans un baril de sabre bon marché. Mais Roronoa Zoro est tombé dessus et Tashigi l'a identifié. Zoro a apprécié le concept de malédiction et a confronté sa chance face à cette dernière. Il a en effet lancé en l'air le Kitetsu, puis a tendu son bras sur la trajectoire. Il semble que sa chance ait surpassé la malédiction, puisque le Kitetsu n'a fait que frôler son bras avant de se planter dans le sol. À ce moment-là, la lame a reconnu la valeur et le potentiel de Zoro. En revanche, Enma, elle, est beaucoup plus capricieuse. Zoro a beaucoup de mal à la dompter, car la puissance du Tsukomogami qui est à l'intérieur ne reconnaît pas encore la valeur de Zoro en tant que digne propriétaire. Étant une lame qui, je pense, a tué un nombre très important d'adversaires et étant de niveau 2, elle est beaucoup plus exigeante que le Sandai Kitetsu. Oden, lui, a réussi à la soumettre, en revanche, Zoro est constamment mis au défi, si bien qu'à certains moments du combat contre King, ce dernier se moque de Zoro en disant qu'on n'a jamais vu un épéiste se faire battre par son propre sabre. Pour continuer d'appuyer mes propos, les conversations que semble avoir Zoro avec Enma pendant le combat sont très parlantes. On a vraiment l'impression qu'Enma possède sa propre conscience et qu'elle force Zoro à utiliser davantage de puissance pour la contrôler. Dans un parallèle tout simplement édifiant, au chapitre 1033, Zoro regarde Enma en disant qu'elle le teste et au chapitre 1038, après sa victoire contre King, Zoro se retrouve exactement dans la même position face à la faucheuse. Beaucoup de théories et d'interrogations ont fusé à ce sujet, mais pour moi Zoro était tout simplement face au Tsukomogami d'Enma. C'est Enma, le seigneur des enfers, lui-même représenté par la faucheuse, qui s'est manifesté face à Zoro pour lui proposer un pacte, qui selon moi est le pacte de la lame noire.
Il y a une théorie que je soutiens sur les épéistes dans One Piece qui est celle du youtubeur Ryo Sensei. Selon lui, il existe deux catégories d'épéistes dans One Piece, les épéistes purs qui suivent notamment la voie du Bushido, c'est le cas de Zoro, Mihawk, Tashigi ou encore les samouraïs de Wano, qui ne se battent avec rien d'autre que leur sabre et selon un certain code de l'honneur. Puis il y a les autres personnages qui utilisent un sabre de manière plus accessoire, dont les techniques ne reposent pas exclusivement sur le maniement de l'épée, mais aussi sur des techniques de corps à corps, de pouvoir de fruits du démon ou de haki. C'est le cas de Goldie Roger, Big Mom ou encore Barbe Blanche. Soyez très attentifs car la théorie va se complexifier. À l'époque féodale du Japon et de ses samouraïs, le Bushido était la voie du guerrier. C'est un ensemble de règles morales que les guerriers japonais devaient suivre. Ce code éthique, basé sur plusieurs valeurs fondamentales telles que l'honneur et la loyauté, régissait leur vie jusqu'à leur mort. D'ailleurs, lors de l'arc Baroque Works, Vivi n'appelait jamais Zoro par son prénom, mais bien par le pseudonyme de Mr. Bushido, et lors de son combat face à King, Zoro déplorait que ce dernier n'utilise pas son sabre pour le tuer, comme si cela était un déshonneur. Pour Zoro, il n'y a rien de plus déshonorant qu'une personne qui a une épée en sa possession et qui ne l'utilise pas pour lui donner le coup de grâce. Cela met bien en avant la voie du Bushido. Ainsi, il y a deux catégories d'épéistes, et il y a donc pour moi deux manières d'utiliser la force d'un sabre. Soit on l'utilise comme seule arme de combat en suivant la voie du guerrier, soit le sabre est plus accessoire et on compte sur d'autres aptitudes au combat. Sauf que comme je vous l'ai dit, les Meito ont pour mission de faire couler le sang et d'être en contact avec ce dernier. Peu importe son rang, et même si c'est une lame d'exception, si vous ne l'utilisez pas suffisamment pour faire couler le sang, alors l'esprit à l'intérieur ne gagnera pas en puissance. Vous utilisez donc simplement la qualité du sabre et rien d'autre, comme Goldie Roger, Shanks ou Barbe Blanche. Vous n'entrerez donc jamais en contact avec le Tsukumogami qui est à l'intérieur. En revanche, si vous suivez la voie du guerrier et que vous donnez à votre sabre du sang, alors il deviendra de plus en plus puissant et exigera de vous de devenir de plus en plus fort pour le contrôler. C'est le cas d'Oden avec Enma. Oden, qui suivait la voie du Bushido, aurait pu faire d'Enma une lame noire, mais il n'a pas voulu, car pour l'obtenir, il faut entrer en contact avec le puissant démon de son sabre et faire un pacte. Le Tsukumogami vous accorde ses pouvoirs, vous rend plus fort, rend la lame indestructible, et en échange vous lui devez quelque chose. Oden s'est peut-être tout simplement refusé de pactiser avec un démon et a simplement décidé de dominer et utiliser Enma seulement pour sa force brute. Mais qu'en est-il de Zoro? Tout au long de l'œuvre et de ses techniques, Zoro n'a jamais cessé d'être comparé à un démon. L'une de ses attaques les plus puissantes, Ashura, fait référence à une entité démoniaque dans le bouddhisme. Au vu de son caractère, Zoro est le genre de personnage qui se fout totalement de faire un pacte avec le diable, si cela lui permet de gagner en puissance pour devenir le meilleur épéiste du monde et d'être en mesure de protéger son capitaine. En tout cas, si la faucheuse est bien Enma, reste à savoir quelle est la nature du pacte qu'elle a proposé à Zoro et si ce dernier a accepté, comme je le pense, nous découvrirons dans les futurs chapitres que Enma serait devenue une lame noire. D'ailleurs, en tant que seigneur des enfers, Enma a peut-être sauvé Zoro de la mort. Et si je vous disais maintenant qu'il existe dans l'histoire actuelle de One Piece deux sabreurs que nous connaissons et qui pourraient chacun représenter le succès du pacte de la lame noire, mais aussi son échec. Mihawk est le modèle de réussite. Il suit la voie du Bushido et porte actuellement le titre de meilleur épéiste au monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut plus se battre contre Shanks, car il estime que depuis qu'il a perdu son bras, ils ne sont plus dans la même catégorie. Shanks utilise exclusivement le fluide des rois offensifs et n'est plus un épéiste pur. Mihawk est donc un puissant sabreur qui a réussi à obtenir une des 12 lames suprêmes de niveau 1, le Kokoto Yoru, qui est aussi une lame noire. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est si c'est lui qui l'a rendue noire, mais je pense que c'est bien le cas, et qu'il a été assez fort pour dominer le Tsukumogami de cette dernière, en formant le pacte de la lame noire. Le démon lui a accordé sa puissance, mais reste à savoir ce que Mihawk a promis ou donné en échange. D'ailleurs, il ne serait pas impossible que le Tsukumogami de sa lame soit une sorte de vampire ou même Dracula lui-même, ce qui collerait parfaitement avec le personnage et la soif de sang de la lame qui serait celle d'un vampire. Le nom du sabre se traduit d'ailleurs par nuit en français, et c'est seulement la nuit que les vampires entrent en action redoutant la lumière du soleil. Mais maintenant, parlons de l'échec. Il existe un puissant sabreur, suivant la voie du Bushido, qui en quête de reconnaissance et d'admiration, avait décidé d'obtenir une lame noire. Trop ambitieux et n'étant pas à la hauteur, le démon a donc fini par prendre le dessus sur le sabreur dont la valeur n'a pas été reconnue. Ce démon n'est autre que Akuba, le fameux alter ego de Cavendish. Et oui,
Pour moi, Cavendish a tout simplement échoué ou bien rompu son pacte avec le Tsukumogami de son sabre Durandal. On ne connaît pas le niveau du sabre de Cavendish, mais on sait que c'est un Meito. Lorsque Cavendish est introduit sur Dressrosa, on ne saisit pas très bien la raison pour laquelle il a cette double personnalité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle porte le nom de Akuba et que quand Akuba prend possession de son corps, Cavendish devient assoiffé de sang et tue tout ce qui bouge à une vitesse effrayante, et on se retrouve très loin de la personnalité de base du personnage. En véritable transe et changeant de visage, Akuba a une véritable apparence de démon. Et comme je vous le disais par rapport au Meito, le sang appelle le sang. Sa puissance en mode démoniaque est donc imparable. Ainsi, dans une volonté de gain de puissance, je pense que Cavendish souhaitait obtenir une lame noire indestructible en pactisant avec Akuba, le Tsukumogami de son sabre Durandal. Ainsi, soit le démon n'a pas reconnu la valeur de Cavendish, soit ce dernier n'a pas tenu sa promesse, faisant alors que le pacte a échoué. Le sabre Durandal n'est pas devenu une lame noire et Cavendish n'est désormais plus maître de son sabre et c'est bien le démon qui est devenu maître de Cavendish. Lorsque la lame est en manque de sang, elle prend possession de son corps pour assouvir ses désirs les plus meurtriers. Une fois de plus, le parallèle avec la légende japonaise selon laquelle certains samouraïs devenaient fous et se faisaient posséder par leur katana est bien rempli. Enfin, un des points communs qu'ont Cavendish et Mihawk sont leurs yeux. Si l'on considère que Mihawk est la réussite du pacte de la lame noire, il a constamment des pupilles jaunes très identifiables. Et lorsque Cavendish passe en mode Akuba, ses pupilles prennent exactement la même forme que celles de Mihawk, dont l'une qui devient exactement de la même couleur, alors qu'initialement, Cavendish a de grands yeux bleus. C'est donc très étrange. Reste à savoir si dans les futurs chapitres, Zoro aura les yeux transformés, ou bien il se peut que son œil qui reste constamment fermé finisse par s'ouvrir avec la même pupille que Mihawk et Cavendish. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que Akuba est un démon qui possède Cavendish, laissez-moi vous apporter de nouvelles informations. Son sabre Durandal est le nom de l'épée mythique qui aurait appartenu au chevalier Roland, un personnage de la littérature médiévale. Ensuite, Akuba, dans le folklore japonais, est un yokai ou démon prenant la forme d'un cheval blanc qui porte chance. La boucle est bouclée, l'épée porte le nom d'une arme d'un chevalier et son esprit est celle d'un démon japonais qui n'est autre qu'un cheval blanc, collant très bien avec la personnalité du pro-chevalier qu'est Cavendish. Pour terminer, il reste encore le sujet de Shusui et Ryuma. Dans la légende, Ryuma aurait tranché un dragon et selon moi il aurait accompli cette prouesse en pactisant avec le démon de sa lame qui l'a rendu noir. Et si par la suite cette dernière a obéi et s'est laissée utiliser par Zoro, c'est tout simplement parce que selon la voie du Bushido, Zoro a mérité de l'utiliser en battant son propriétaire. Lors de sa défaite, le cadavre de Ryuma lui-même reconnaît sa défaite et offre son sabre à Zoro en disant que Shusui sera ravi de l'avoir comme nouveau propriétaire. Une fois de plus, c'est sur la culture japonaise que je me base. Au Japon, avoir un grade de Meito signifie que l'épée a une histoire et est du statut légendaire. La lame est normalement une lame de qualité qui se démarque de toutes les autres épées de par son endurance et sa netteté. Un Meito est parfois associé au guerrier qui le manie et devient une partie de son identité. Indépendamment de qui les possède, un Meito est considéré avec plus grand respect au Japon, et se faire donner un Meito est un grand honneur. Un guerrier peut gagner un Meito dans la bataille contre un autre guerrier dans un duel équitable, et donc être autorisé à le revendiquer comme son bien. Voler un Meito en revanche est une action déraisonnable. Voilà donc la raison pour laquelle Shusui a été bien plus docile qu'Enma à manier, car Zoro l'a dignement gagné et en plus Ryoma lui offre de lui-même. En revanche, on retrouve tout de même le même schéma qu'avec Enma. Lorsque Zoro se sert pour la première fois de Shusui contre Oz, il dit que ce sabre est bien plus lourd que ceux qu'il a l'habitude d'utiliser, beaucoup plus puissant et aussi plus capricieux, comme si une fois de plus, il semblait subsister une âme à l'intérieur de la lame avec une personnalité qui lui est propre. Pour terminer, dans plusieurs SBS, Oda s'amuse à dessiner ce à quoi ressembleraient les sabres de Zoro s'ils étaient humains. Une fois de plus, il semble s'établir un lien entre les sabres et le fait qu'ils puissent avoir une personnalité. Mais ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il a dessiné ce à quoi pourrait ressembler le Wado Ishimonji, le personnage ressemble très étrangement à Kozaburo Shimotsuki, le forgeron d'Enma, qui est aussi le forgeron du Wado Ishimonji. Ainsi, les autres visages seraient les autres forgerons des sabres de Zoro, qui auraient chacun transmis par leur sang une âme à chacun des Meito qu'ils ont forgés. Et il est donc maintenant temps de passer au dernier chapitre de notre théorie.
Dernier élément de cette théorie, on se replonge en 2004 qui signe la sortie du 5e film de One Piece et s'intitule La malédiction de l'épée sacrée. Petit disclaimer, je sais ce que vous allez me dire. La majorité des films One Piece dont celui-ci ne sont pas canons, c'est-à-dire que ce sont des histoires fictives dont les événements n'existent pas dans l'histoire actuelle du manga et qu'en plus de ça, ce n'est pas Eiichiro Oda qui en fait les scénarios et vous avez bien raison. En revanche, il serait totalement fou de croire qu'Oda n'a pas de droit de regard sur la création des films et qu'il ne donne ni de consignes et ne souffle pas d'idées sur le scénario. One Piece reste avant tout son œuvre et il en reste malgré tout le maître. Et ce qui se passe dans ce film est particulièrement intéressant, même si cela fait presque 20 ans qu'il est sorti. On retrouve donc les Mugiwara de l'époque sur l'île d'Astar. Sur cette île se cache le Shishiseiken, signifiant l'épée à 7 étoiles. C'est une épée créée à partir du sang de 3 princes belligérants qui ont tenté de gagner le cœur d'une jeune fille. Selon la légende de l'île, ces 3 princes se sont fait la guerre pour se départager, mais la jeune fille horrifiée par la guerre se suicida pour arrêter le massacre. L'épée a donc absorbé toute l'énergie négative autour d'elle, et c'est dans la haine et le chagrin que les 3 princes ont scellé l'épée. Des années plus tard, on retrouve le personnage de Saga, un ami d'enfance de Zoro, qui au cours d'une attaque de pirates a trouvé l'épée dans une crypte. Lui et sa petite amie Maya ont été acculés et Saga l'a utilisée pour se défendre. Cependant, l'influence maléfique de l'épée se mit à posséder Saga lorsque, blessé par les pirates, son sang éclaboussa la lame, éveillant alors ses pouvoirs obscurs. Le Shishiseiken est une lame puissante qui a été maudite par le sang lors de sa création. Il accorde un pouvoir immense à son porteur, mais corrompt son esprit. Il peut également fusionner avec son porteur en lui donnant la possibilité de couper des objets à main nue à n'importe quelle distance. Les attaques qu'utilise Saga en étant possédé par la lame ont des références démoniaques. L'une s'appelle la flamme du démon et l'autre la morsure du serpent démoniaque. Même si Eiichiro Oda n'est pas au scénario, le film a tout de même le mérite d'exister dans l'immense monde de One Piece, et peu importe la part de vérité qu'il y a à l'intérieur, il vient une nouvelle fois peut-être confirmer toute ma théorie. En tout cas, je trouve l'histoire des sabres et des épéistes de One Piece passionnante, et comparée à d'autres personnages, il y a vraiment beaucoup de références démoniaques faites autour des sabreurs. Je trouve que cela fait beaucoup de coïncidences, et cela ne peut pas être le fruit du hasard. Maintenant, seul le temps nous dira si certains éléments de cette théorie se révéleront vrais. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu découvrir ou redécouvrir certains éléments autour des sabres dans One Piece. Pour soutenir mon travail et les prochaines vidéos, tu peux aimer et partager la vidéo et activer la cloche pour ne louper aucune autre vidéo car j'arriverai sur vous à n'importe quel moment. Je tiens toujours à préciser que mon analyse et interprétation n'engagent que moi et que je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous laisse, prenez bien soin de vous et restez à l'affût des prochaines vidéos car je suis déjà en train d'écrire l'épisode 3 du nouvel History One Piece. A plus!